Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours difficile de prendre la parole après des extraits de ce film qui nous laisse toujours dans un état de tension, on peut dire, et d'émotion. Mais je vais essayer de vous en dire quelques mots et plus généralement sur les archives que Amos Gitaï, que je remercie beaucoup de son invitation et de la confiance qu'il fait à la Bibliothèque nationale de France, a donc donné au département des arts du spectacle de la BNF il y a maintenant un an, une bonne année, puisque c'est en mars 2018 qu'Amos Gitaï a fait don à la BNF de ses archives papier et numériques liées à son travail autour d'Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien assassiné le 4 novembre 1995. Ces archives couvrent ses premières recherches menées dans le cadre du projet Give Peace a Chance, réalisé du vivant de Rabin en 1994, l'élaboration et la réalisation de L'Arène du meurtre, film sorti en 1996, et l'ensemble des traces du film Rabin the Last Day, réalisé en 2015, donc 20 ans après l'assassinat. Ce film a été lui-même à l'origine de plusieurs adaptations muséographiques et théâtrales. On a eu l'occasion d'en parler ce matin. Il a donné naissance en 2016 à une exposition intitulée Chronique d'un assassinat annoncé, présentée à la Fondation Maxi à Rome, au Centre Beaux-Arts à Bruxelles et à la collection Lambert à Avignon. Et cette dernière étape de l'exposition s'est faite en résonance avec un spectacle, Yitzhak Rabin, Chronique d'un assassinat, donné à la Cour d'honneur du Palais des Papes dans le cadre du Festival d'Avignon cette même année, qui a été repris ensuite à New York, à Hollywood et plus récemment à la Philharmonie en octobre dernier. Avec Give Peace a Chance, L'Arène du meurtre et Le dernier jour d'Yitzhak Rabin, on a en quelque sorte affaire à une trilogie, comme les affectionne Amos Gitaï, aux ramifications nombreuses et variées. Les archives, évidemment, s'étendent sur une longue période, une trentaine d'années, de 1988 pour les plus anciennes à 2018, et elles ont été complétées par deux ensembles, les documents sur le spectacle La guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres, dont on a vu tout à l'heure un extrait donné à Avignon à la Carrière Boulbon en 2009, ainsi que celle de la lecture de la correspondance d'Efratia Gitaï, la mère d'Amos, à l'Odéon en 2010. Ces deux dernières manifestations sont liées par la présence de la voix de Jeanne Moreau, actrice si chère au cœur d'Amos. Alors, malgré leur richesse, ces archives, on l'aura compris, données à la BNF, ne concernent pas l'ensemble de la carrière du cinéaste. D'autres ensembles très importants de documents sont conservés à la Cinémathèque française, à laquelle Amos Gitaï a fait un don en 2007. D'autres sont conservés à la bibliothèque de l'Université de Stanford. On entendra Marie-Pierre Hulot cet après-midi nous en parler. D'autres à la Bibliothèque nationale d'Israël, notamment autour de Berlin-Jérusalem, et évidemment à la Cinémathèque suisse. Cette répartition, voulue par Amos Gitaï lui-même, est moins une source d'éclatement qu'un stimulateur d'échange et de collaboration. Elle est à l'image d'un artiste d'envergure internationale dont l'œuvre intéresse spectateurs et chercheurs d'origines très différentes. Ce choix du partage est au fond emblématique de la manière dont Amos Gitaï considère les frontières, non pas comme des lignes de séparation, mais comme des lignes à traverser, voire à faire disparaître. Confier ces archives à une institution patrimoniale pour un artiste vivant, on y a fait allusion, c'est ouvrir un dialogue qui passe par un questionnement mutuel sur les raisons qui ont présidé au choix du donateur et à l'acceptation par l'institution. Dans le cas présent, le dialogue est particulièrement fécond pour la Bibliothèque nationale de France parce qu'il met en lumière des collections et des centres d'intérêt scientifique parfois méconnus, en l'occurrence le cinéma, je parle pour la BNF, et plus généralement les arts du spectacle, parce qu'il pousse l'établissement à adapter ses pratiques et à innover en matière de conservation et de valorisation,
notamment dans le domaine des archives numériques, et parce qu'une œuvre comme Le dernier jour d'Yitzhak Rabin oblige à une réflexion sur les rapports entre mémoire, histoire et création. Alors, dire que la BNF est une des plus importantes bibliothèques de cinéma, bien que ça ne vienne pas à l'esprit naturellement, n'est pas totalement infondé. Cette affirmation repose avant tout sur la mission de dépôt légal confiée à l'établissement, qui a, comme chacun sait, le devoir de collecter tout ce qui est publié en France, et donc tout ce qui est publié sur le cinéma, et ce, depuis l'origine du cinéma en 1895, puisque le dépôt légal remonte beaucoup plus loin. Et si l'on ajoute au dépôt légal les nombreux livres étrangers que la BNF a acquis et continue d'acquérir au fil des décennies, on comprend aisément la richesse des collections de livres et de revues sur le domaine du cinéma. En outre, l'encyclopédisme des collections de la BNF permet de mettre en perspective ce domaine et de le faire dialoguer avec l'histoire, la politique, l'histoire des arts, les arts de la scène ou encore l'architecture. Notons aussi l'abondance des ressources audiovisuelles, entrées elles aussi par dépôt légal. J'ai fait une petite enquête avant de faire cette communication. Un chercheur trouvera par exemple à la BNF toutes les cassettes et DVD publiés en France et parfois ailleurs, diffusant les films d'Amos Gitaï. Plus d'une cinquantaine de références permettant de visionner une grande partie de ses créations, depuis les courts-métrages des années 70 jusqu'à l'Ouest du Jourdain, paru en 2018. Les principales œuvres sont accessibles et on trouve aussi quelques raretés, enfin pour moi, comme l'entretien d'Amos Gitaï avec l'actrice israélienne Gila Almagor, ou encore un film que je n'ai pas encore eu la chance de visionner, American Mythologies, avec Francis Ford Coppola et Jane Fonda. Ces documents sont numérisés et donc accessibles en salle de recherche. Moins connus du grand public, mais très exploités des chercheurs en cinéma, sont les archives de cinéastes et la documentation sur les films conservés au département des arts du spectacle de la BNF. Et ces documents remontent au début du cinéma. La collection Auguste Rondel, noyau fondateur du département, contient un ensemble unique de milliers d'ouvrages, revues, programmes, tracts, coupures de presse, documents iconographiques sur le cinéma muet et les débuts du parlant. On peut dire que Auguste Rondel, qui était un banquier, un polytechnicien, mais surtout un fou de spectacle, a été le pionnier de la documentation sur le cinéma, puisqu'il l'a intégré dès la naissance du cinéma, à la fin du XIXe siècle, à ses collections sur les spectacles en général. On peut aussi mentionner l'exceptionnelle série de scénarios Pathé et Gaumont, si précieuse pour la restauration des premiers films de ces maisons de production. Le département des arts du spectacle conserve aussi des fonds d'archives de cinéastes comme André Antoine, Abel Gans, René Clair, Jean Grémillon, Marcel L'Herbier. Parmi les trésors de l'histoire du cinéma, il faut aussi citer des scénarios comme ceux de Quai des Brumes, ceux parce qu'il y a celui de Marcel Carnet et celui de Jacques Prévert, ainsi que quelques planches scénaristiques de Prévert. Vous en avez là un exemple, celle des Visiteurs du soir, qu'on ne se lasse pas de regarder. On pourrait aussi citer à la BNF, dans le domaine du documentaire, les archives de Jean Rouch, réparties entre le département des manuscrits et celui de l'audiovisuel. Pour compléter l'écosystème documentaire dans lequel s'inscrit désormais le fonds donné par Amos Gitaï, il faut citer aussi les documents touchant aux performances données au Festival d'Avignon, dont les archives sont conservées par la BNF à la Maison Jean Vilar à Avignon. Enfin, sur un plan culturel et littéraire plus large, il ne faut pas oublier la très précieuse collection de manuscrits hébreux anciens conservés par la BNF et numérisés d'ailleurs en partenariat avec la Bibliothèque nationale d'Israël. N'est-il pas pertinent et émouvant, par ailleurs, de penser que les documents d'Amos sur la guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres sont désormais conservés entre les mêmes murs que les magnifiques manuscrits enluminés du XVe siècle de la guerre des Juifs de Flavius Joseph. Une telle continuité intellectuelle et artistique confirme, s'il le fallait, la justesse de son choix.
Alors, où le fil des histoires et des idées semble tisser des continuités, les évolutions technologiques font courir le risque de rupture. La dimension numérique du don Amos Gitaï est, en l'occurrence, une de ses caractéristiques essentielles. Elle a été une des motivations de l'artiste pour se tourner vers la BNF, dont l'expérience en matière de traitement des documents numériques est connue. La bibliothèque numérique BNF Gallica en est la partie la plus visible, mais la question du numérique irrigue toute la vie de la bibliothèque. Cependant, la proposition d'Amos pose des questions nouvelles sur lesquelles la bibliothèque ne s'est pas encore penchée à cette échelle. Des questions au sujet de la conservation, du traitement et de la mise à disposition des archives numériques de la création. Le cadeau d'Amos est aussi un véritable défi pour les équipes de la BNF. En effet, les conservateurs et les experts informatiques de la BNF, qui se sont les premiers confrontés à ces archives, ont résumé leur matérialité à cette formule 1 mètre linéaire et 19 téraoctets, soit 1 mètre linéaire d'archives papier, bon, on voit à peu près ce que ça représente, et 19 téraoctets de données numériques. 19 téraoctets, c'est 19 000 gigaoctets, 1 900 000 mégaoctets et je ne sais combien de kilooctets. Donc, ce don n'avait pas du tout l'apparence habituelle pour nous. Faiblement volumineux, il tenait dans un petit nombre de cartons, dont le contenu était réparti environ dans une trentaine de boîtes. Et il y avait aussi 13 disques durs. Alors, pour ce qui est du fond papier, il se compose avant tout d'une très riche documentation sur le contexte ayant précédé l'assassinat, articles et photographies de presse, captures d'écran, tracts, provenant principalement de mouvements ou médias hostiles à Rabin et au processus de paix. L'exploitation de ce matériau a été essentielle, vous le savez, pour la construction du scénario, où la montée de la violence aboutissant à l'assassinat repose en grande partie sur le choc des images et des slogans. Les archives papier conservent également des témoignages sur le procès de l'assassinat de Rabin et les transcriptions de la commission Shamgar chargée d'enquêter sur le déroulement de l'attentat. Naturellement, on y trouve aussi les différentes étapes du scénario. Pour mener à bien le classement du papier, les choses ont été assez simples, les méthodes d'inventaire pour le papier étant établies et pratiquées depuis longtemps à la BNF. Malgré tout, l'aide de Rivka Gitaï nous a été nécessaire pour la traduction des textes en hébreu et plus largement pour la compréhension fine des documents et l'arbitrage entre les différents plans de classement. Nous retrouverons Rivka dans la suite du processus. Sa connaissance de l'œuvre d'Amos et son âme de bibliothécaire nous sont très précieuses. Restaient les 13 disques durs. Que contenaient-ils ? Grâce à Laurent Truchot, qu'on a déjà cité tout à l'heure, qui est là-haut, qui est le producteur d'Amos Gitaï, qui les avait préparés et en avait donné un premier descriptif, le contenu global était identifié et la répartition par film, exposition et performance était un cadre très utile. Malgré tout, le sentiment de l'équipe en charge de l'analyse était d'être devant une montagne, presque un Everest d'informations, avec le sentiment qu'il faudra du temps, de la méthode et des techniques solides si l'on veut atteindre le sommet et dominer complètement la situation. Sans entrer dans les détails techniques de cette aventure collective, il convient d'en donner les principaux enjeux afin de mieux comprendre dans quel contexte s'inscrit ce don. Le premier point essentiel est celui de la sécurité des données. On y faisait allusion tout à l'heure. Chacun a éprouvé à ses dépens la fragilité et la volatilité des données numériques. Il n'était pas question de travailler directement sur les disques durs au risque d'en altérer le contenu. Par ailleurs, de tels disques ont une durée de vie limitée. La première étape a donc été la sauvegarde sur des serveurs de l'intégralité des données. Malgré la progression des capacités de stockage de l'établissement, copier 19 téraoctets de données n'était pas une mince affaire. L'étape suivante est l'analyse des données. Elle est menée par un groupe de travail
composé de chargés de collection. Je pense que Jean-Baptiste est dans la salle, et aussi une de nos stagiaires, Louise, qui vient de l'École des Chartes et qui nous aide à cette opération, et d'experts en gestion de collection numérique qui se sont répartis les disques pour en explorer le contenu. Le fonds est constitué de 150 000 fichiers de taille et surtout de formats différents. Texte, images, son, vidéo. On compte une trentaine de formats de données, les formats vidéo, naturellement, étant majoritaires. Tous ne sont pas lisibles avec des logiciels courants. Un certain nombre sont lisibles uniquement avec des logiciels professionnels de post-production dont la BNF ne dispose que partiellement. Comme le dit Karine Maudoui, qui était l'archiviste de la Cinémathèque, dans son entretien avec Amos, face à un fond, on a parfois le sentiment d'être face à un bloc de silence. Pour le faire parler, la méthode s'apparente à celle employée par Amos pour ses propres recherches documentaires, qu'il nomme par métaphore archéologie. Dans la réalisation d'un documentaire, dit-il, il faut se comporter en bon archéologue pour comprendre ce qui est dessous, les contours de ce que vous découvrez, et en agissant ainsi, vous allez prendre connaissance d'une autre réalité. De même, dans les archives numériques, il faut passer d'une strate de l'arborescence à l'autre, sans rien toucher, en relevant les noms utilisés, le contenu des dossiers, en essayant de comprendre comment les différents items ont été classés ou pas, qui les a produits, avant de comprendre comment s'est constitué cet ensemble et ce que cette structure nous apprend de la genèse du film et du rôle de chacun. Pour mémoire, alors voilà, par exemple, un type d'arborescence. C'est moins beau que les images des films d'Amos, mais c'est quand même un reflet de son travail. Pour mémoire, nous avons affaire aux archives de 6 films, puisqu'il y en a 4 dans Give Peace a Chance, 2 performances scéniques, une exposition, avec des archives produites par plusieurs personnes. Voilà une idée de l'équipe, en fait, et cet ensemble de données est produit par Amos, mais aussi par sa scénariste, Marie-Josée Sanselme, par l'ensemble de ceux qui travaillent avec elle. On est donc face à un ensemble foisonnant, complexe, partiellement ordonné, en outre multilingue. S'y ajoute une caractéristique propre au travail d'Amos Gitaï et très présente dans le projet Rabin, l'imbrication des projets les uns dans les autres, la réutilisation des matériaux réunis pour une œuvre, pour l'élaboration d'une autre, l'envie de reprendre pour les interroger et les montrer ou les associer autrement, les images et les textes collectés ou produits au cours des travaux précédents, le désir d'y ajouter des séquences de fiction. C'est le travail d'architecte, dirait Amos. Les 2 méthodes, archéologie et architecture, sont intimement liées dans Rabin. Ce mode de création, qui n'est pas impossible avec le papier, est grandement facilité par le numérique. On déplace, on copie facilement un élément, ce qui complexifie encore l'archive. Un document peut être à sa place dans plusieurs dossiers. Il n'appartient pas à un unique projet. Il faut donc, encore une fois, se garder de dessiner des frontières où Amos Gitaï n'en met pas. Alors évidemment, la BNF sait conserver et traiter des données numériques natives. Elle le fait de longue date pour les documents audiovisuels et pour les sites Internet. Plus récemment, elle a mis en place une filière pour les livres électroniques ou pour les photographies numériques. Mais elle n'avait pas encore expérimenté ce type d'archive, celle de la création au format multiple et à l'arborescence complexe. Elle doit encore développer de nouveaux outils. Après l'étape de la cartographie vient celle du classement numérique, qui nécessite d'utiliser des applications scientifiques. Viendra ensuite l'inventaire dans les catalogues en ligne de la BNF et la mise en accès dans les salles de recherche. Là encore, l'adaptation des systèmes existants est indispensable de manière à intégrer ces nouvelles archives et à les rendre accessibles aux chercheurs. Grâce au don Amos Gitaï, la BNF s'est donc lancée dans un travail inédit de construction d'une filière d'archivage du processus de création, expérimentation qui a pour but de construire un modèle de traitement de données transposable à d'autres archives de créateurs, cinéastes, metteurs en scène, vidéastes, écrivains, chorégraphes, etc.
Ce ne sera pas la moindre des vertus de ce défi lancé par Amos à l'établissement que de l'amener à mettre au point les outils nécessaires à la conservation des traces de la création contemporaine. Choisir les archives d'Amos Gitaï comme modèle sera sans doute utile à la BNF. Mais l'idée de modéliser le processus ne doit pas masquer la singularité du fond, qui reflète la singularité de l'œuvre. Si les documents sont aussi nombreux, ce n'est pas la simple conséquence du monde numérique. C'est aussi le résultat d'un processus de création propre au cinéaste, qui produit et conserve beaucoup de traces de son travail, ce que soulignait déjà Karine Maudoui pour les autres films. Pour la préparation du film Le dernier jour d'Yitzhak Rabin, il y a notamment, et les archives en témoignent, de nombreux documents sur l'état de l'opinion publique en Israël avant l'événement, sur les positions de Rabin et sur les circonstances et le déroulement de l'assassinat. Il s'agit de textes, articles ou ouvrages, souvent en hébreu. S'y ajoutent les archives de plusieurs chaînes de télévision dont les reportages permettent aux cinéastes de multiplier les points de vue sur l'événement. Pour se faire une idée de la manière dont Amos Gitaï a exploré ces archives télévisées, se les est en quelque sorte appropriées, on a la réponse dans le fond si l'on visionne La Reine du meurtre de 1996. En effet, plusieurs séquences mettent en scène Amos en train de visionner des images d'archives. On voit notamment comment l'archive est à la fois un document, dont la valeur de témoignage est première, mais aussi une matière à travailler, et parfois à transformer pour l'intégrer dans un projet de film, comme dans cette séquence où Amos Gitaï demande de faire passer les images de Bill Clinton au moment des obsèques de Rabin, de la couleur au noir et blanc, pour souligner leur nature documentaire. On le voit surtout chercher les images les plus significatives de l'événement, comme celle de l'assassin qu'on a vu tout à l'heure en train de tirer. Questionnant avec insistance l'image, Amos visionne à plusieurs reprises la scène, revient en arrière, demande des arrêts sur image, jusqu'au moment où il choisit l'instant précis, celui où l'on voit l'assassin le bras tendu avec son arme. Instant qui devient une image clé, emblématique de la recherche du cinéaste. Dans son entretien avec Hans-Ulrich Obrist, Amos synthétise à propos de La Reine du meurtre, justement, sa démarche et ses intentions. Je ne vais pas faire un film sur l'héritage de Rabin, ce n'est pas mon truc, mais plutôt voir la façon dont cet acte va irradier. Et de fait, cette image clé continue à irradier et se retrouve dans le projet Rabin de 2015, dans le film et dans les grands tirages photographiques réalisés à partir du film pour les expositions. Ces séquences de visionnage sont tout à fait fascinantes parce qu'elles donnent l'impression étonnante et réelle qu'Amos travaille dès 1996 au film qu'il ne fera que 18 ans plus tard. On a, comme par anticipation, le making-of d'un film encore en gestation. En plus des documents collectés à la télévision ou ailleurs, le fonds contient des repérages sur les lieux du film, par exemple des petites vidéos tournées lors d'un rassemblement place Yitzhak Rabin. On a les différentes étapes du scénario, coécrit avec Marie-Josée Sanselme, des notes d'intention. Ça c'est un extrait du scénario. Là, c'est des notes d'intention qui, à certains moments du travail, permettent d'éclairer les intentions d'Amos. Le choix des séquences qui font apparaître un maillage très fin entre archives et fiction, entre scènes historiques et scènes reconstituées, maillage qui fait une des grandes forces du film. La liste des personnages se précise, le groupe des partisans du Premier ministre, le groupe autour de son assassin, jusqu'à la stabilisation de la distribution finale. Du travail avec les acteurs, il reste aussi les images de leurs entretiens avec les véritables protagonistes de l'événement, notamment l'équipe médicale qui a reçu Rabin à l'hôpital, ce qui souligne la continuité entre interprète et personnage, entre fiction et réalité. Du tournage lui-même, il a été évidemment conservé un très important matériel audiovisuel qui permet de suivre au jour le jour le tournage et le montage.
Il y a aussi un magnifique reportage photographique qui témoigne des rapports du cinéaste avec les acteurs, des dispositifs scéniques choisis et plus globalement de l'ambiance du tournage, empreinte de concentration et d'une certaine gravité. Ces sources sont uniques pour qui s'intéresse à l'histoire ou à la genèse du film et plus globalement au projet Rabin, puisque bien sûr, on trouve des traces des expositions, là c'est à la collection Lambert, et en plus, Amos a eu la grande générosité de nous donner quelques-unes de ces figurines qu'il a réalisées pour le projet Rabin, et évidemment des documents sur les performances à Avignon. Et comme on le sait, ça se prolonge toujours. On a parlé de la Philharmonie, et l'année prochaine, à l'automne 2020, pour les 25 ans, il y aura une exposition à la BNF autour de ce fonds et de Rabin. Le fonds Guitaille est donc un ensemble très riche et une source originale pour les études cinématographiques, ce qui suffit à justifier le vif intérêt qu'y a porté la BNF. Il témoigne aussi du lien étroit, intellectuel et affectif qui lie le cinéaste à la France, terre d'accueil, terre de création, aujourd'hui terre de mémoire. Une autre dimension explique en effet la rencontre entre nous. L'assassinat de Rabin a eu et a encore des conséquences sur l'état du monde dans lequel nous vivons. Le retentissement international de l'événement donne au film et à la préservation de ses archives une haute valeur symbolique et historique. L'enjeu de mémoire est important. Il donne à la BNF une responsabilité qui dépasse les frontières. Ce n'est plus à la Bibliothèque nationale de France que sont confiées les archives, mais à une bibliothèque d'envergure internationale liée par les échanges professionnels, la recherche scientifique et l'amitié aux autres grandes institutions patrimoniales du monde. La question de la mémoire et de la perte ou de l'oubli est elle-même présente dans les réflexions d'Amos Guitaille sur sa propre pratique artistique et sur son rapport à l'événement et à l'histoire. Comme il le dit dans son entretien avec Ou Haroun, qui est le directeur du Maxi à Rome, à propos de l'exposition « Chronique d'un assassinat annoncé », c'est une sorte de juxtaposition de fragments. Certains sont des objets, comme les céramiques, d'autres sont des images, des dessins sur des photographies. Cela parle aussi de la dégradation de la mémoire. Il y a un événement et ensuite différentes étapes de dégradation de cet événement. Les images fixes capturent une sorte de moment. Il y a ensuite la fluidité de l'événement lui-même et d'autres fragments de mémoire. En confiant à la BNF de tels fragments, Amos les confie à un lieu de conservation et de mémoire, avec un espoir, que cette mémoire ressuscite à travers l'œuvre et à travers les archives, dont Amos Guitaille a toujours affirmé qu'elle devait être ouverte aux chercheurs, mais aussi aux autres artistes qui voudraient s'en emparer. Parfois, dit-il, l'art agit à retardement, en conservant la mémoire. Cette mémoire que le pouvoir voudrait effacer, car il appelle à l'obéissance et ne veut pas être dérangé, il ne veut pas de dissidence. Mais si les artistes restent fidèles à leur vérité intérieure, ils produisent un travail qui voyage dans le temps. Ce voyage de l'art dans le temps est au cœur de la mission de la bibliothèque. Elle se situe au point de rencontre entre l'histoire et la fiction, entre l'événement et l'œuvre d'art. C'est à travers l'œuvre de Charlotte Delbo, par exemple, qu'agit encore la parole de la déportée qu'elle a été. C'est à travers le manuscrit de Victor Hugo que la BNF se relie à Notre-Dame de Paris. C'est à travers le dernier jour d'Yitzhak Rabin que nous parviennent les interrogations et les émotions soulevées par l'assassinat du 4 novembre 1995. Je vous remercie.